Les différents systèmes de représentation du monde ne sont pas isolés les uns des autres. Imagine-t-on un droit qui interdirait tout ce que les gens ont l'habitude de faire ou qui permettrait tout ce que les gens n'ont pas l'habitude de faire, voire même répugnent à faire? Non, évidemment. C'est possible à la marge, mais ça ne pourrait jamais être le tout du droit. Les liens entre le droit et les représentations des personnes sont très intimes. Ils ne sont évidemment jamais complètement les mêmes et n'opèrent pas toujours dans le même sens, en fonction des lieux, des époques. Certains systèmes de représentation paraissent plus déterminants que d'autres, et la circulation entre les différents systèmes ne se fait pas toujours selon les mêmes modalités. Il y aurait beaucoup à dire sur les différences de présence du droit et de lien avec les autres systèmes de représentation selon les différentes traditions et histoires dans le monde. Dans notre société contemporaine, la toute présence du droit que l'on a identifié semble traduire l'idée, ou peut-être l'espoir, d'une toute puissance du droit. On demande tout au droit, qui ainsi se serait substitué à tout autre système de représentation et de pacification des relations sociales. Quelque chose ne va pas? Mais voyons, changeons, faisons du droit bien sûr. Il suffit de rester branché 2 jours sur les télévisions et les radios pour se convaincre de ce phénomène. Plus simplement, il suffit d'écouter les gens autour de nous. Ce phénomène est à l'origine sans doute propre au monde occidental et le résultat d'un processus historiquement déterminé, selon lequel le pouvoir a été véhiculé par le droit et pas tant par la force, les idées ou la religion. En effet, les autorités seigneuriales et impériales, prenant leur distance organique avec les autorités religieuses au sortir du Moyen-Âge, ont tenté d'exercer leur pouvoir sur les personnes en recourant aux règles de droit. Je veux prendre un seul exemple qui, à mon avis, est aussi ici parlant. En 1158, l'empereur Frédéric Barberousse, élu roi des Romains en 1152 et couronné empereur germanique en 1155, promulgue l'Authentica Habita. C'est un acte que parfois on appelle la Constitution Habita, par lequel il déclare mettre sous sa protection les voyageurs qui circulent sur ces terres pour aller s'instruire ou enseigner, notamment le droit, à l'université de Bologne. Cet acte symbolique entraînera que les autorités seigneuriales et impériales et les autorités ecclésiastiques rivalisent de pouvoir en édictant des actes juridiques réglementant les universités, les études et tout ce qui y a trait. Le droit apparaît dès lors comme un instrument possible de ralliement et de rattachement à un même pouvoir. La victoire définitive des monarques sur l'Église, un peu plus tard, caractérisée par la centralisation du pouvoir au moyen du droit entre les XVIe et XVIIe siècles, donne de celui-ci l'image d'un instrument efficace et puissant. La philosophie libérale qui se déploie à partir du XVIIe siècle identifie très bien cette histoire et le rôle du droit dans l'avènement de la monarchie absolue. S'il s'agit de promouvoir la liberté des individus, selon la philosophie libérale, alors cela se fera nécessairement par le droit. Non pas contre le droit, mais bien avec lui. C'est le principe des premières constitutions qui sont adoptées au XVIIIe siècle et qui ont pour objet de limiter l'exercice du pouvoir dans ses effets, notamment à l'égard du droit de propriété, dont le caractère sacré est affirmé dans tous les textes constitutionnels. Le droit, auparavant instrument de l'absolutisme, devient l'instrument de la limitation du pouvoir qui lui-même fait le droit. C'est pour cela que Michel Foucault, philosophe et historien bien connu, dans son cours au Collège de France de 1978-1979, Naissance de la biopolitique, peut parler pour cette époque de principe de régulation interne et non pas externe du pouvoir. Principe de régulation interne du pouvoir, de la rationalité politique. Le principe de gouvernement devient celui du gouvernement dit frugal, le gouvernement qui ne doit pas trop s'exercer et doit s'exercer dans des limites qui vont le réguler de l'intérieur. Il est important de comprendre que ça passe par le droit.
et de comprendre qu'ainsi le droit peut jouer apparemment tous les rôles, à soi, limiter un pouvoir. Et c'est peut-être finalement la même chose. Mais comprendre cela, c'est aussi comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans l'espace social, en lien avec le droit comme politique et comme instrument. Le droit, d'abord, est une arme et fait l'objet de stratégies d'instrumentalisation. Et ces stratégies d'instrumentalisation, eh bien, on va le voir, réduisent progressivement l'imaginaire et la capacité représentative du droit. Alors, je vais d'abord vous parler du droit comme une arme. Ce n'est pas moi qui choisis ce vocabulaire. Si on peut globalement s'accorder sur le fait que le droit a été instrumentalisé par les groupes d'hommes qui avaient réussi leur émancipation vis-à-vis de la monarchie absolue grâce au commerce et à la propriété, au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, le droit se présente aujourd'hui comme s'il était l'affaire de tous, qui à différents niveaux, et éventuellement les uns contre les autres, les gros contre les gros contre les petits contre les gros, les petits contre les petits, utilisent le droit comme une arme. Par exemple, pour le syndicat des avocats de France, c'est un syndicat historique, qualifié d'ultra-gauche lorsqu'il a été créé en 1973, aujourd'hui plus, on va dire, modéré. Eh bien, ce syndicat des avocats de France a créé l'année dernière une chaîne YouTube qu'il a appelée l'arme du droit. Sur le site, le syndicat présente le droit comme l'arme de la contestation de l'ordre établi, l'outil de la revendication pour plus de droits pour tous, plus d'égalité, de liberté et de justice. Mais l'arme du droit, c'est aussi celle des acteurs économiques qui évaluent le droit en fonction des coûts et des avantages pour leurs opérations économiques. Par exemple, le très fameux rapport dit « Doing Business », faire des affaires, de la Banque mondiale en 2005, présente pour la première fois les différents systèmes de droit des États de manière comparée avec des notes. Les droits sont notés en fonction du coût des licenciements, des plus ou moins grandes protections du droit de propriété, de la facilité à déposer des brevets ou à monter une entreprise. Et donc les droits sont notés de 1, il me semble, à 5, avec des jolis tableaux. Je vous invite à aller voir. Le but de ces tableaux, c'est de mettre les États en concurrence, du point de vue de leurs droits, du point de vue de leur ensemble normatif, dans l'exclusif but d'accueillir plus de grandes entreprises et d'investissements. C'est ainsi créé ce que le juriste Alain Supiot, professeur au Collège de France, a qualifié avec d'autres de marché des normes, au sein duquel un processus darwiniste est à l'œuvre, un processus de sélection implacable qui conduit les États à minimiser leurs normes sociales pour maximiser leurs normes entrepreneuriales. Sur cette base, le tout un chacun des opérateurs agissant sur un marché peut donc élaborer à la fois des stratégies quant à ses usages du droit, mais aussi quant à la manière d'influencer le droit en vigueur. Le phénomène de concurrence des droits, concurrence entre les droits des États, concurrence entre les droits des personnes, entre le droit de l'État et le droit des personnes, et entre le droit de l'État et le droit des opérateurs économiques, implique que les règles de droit s'élaborent, je le disais, de moins en moins en regard des spécificités liées aux différents systèmes de représentation dans une société donnée. Si j'ai parlé de concurrence, si je parle de concurrence, ça n'est pas fortuit. La concurrence qui se produit indique que cette valeur se déploie dans l'ensemble des espaces sociaux de représentation et entre systèmes de représentation pour devenir centrale. Il semblerait que ces principes, que les principes qui animent la plupart des acteurs et des opérateurs économiques agissent sur ce qu'ils pensent être un marché de plus en plus étendu
et ouvert au niveau de la planète, et ait ainsi colonisé l'ensemble des autres systèmes de représentation, et se soit même subordonné le droit. Il ne s'agit pas ici simplement de dire que les opérateurs économiques se servent du droit, qu'ils instrumentalisent le droit, qu'ils le mettent en concurrence. Il s'agit de dire que dans le cadre des relations de droit qui ne sont pas censées concerner les opérateurs économiques, eh bien les valeurs qui président aux évolutions du droit sont et de plus en plus empruntées au système de représentation que constitue la pensée économique et des opérateurs économiques qui donc ainsi agit sur le droit, tel un effet boule de neige. De plus en plus, en effet, le droit se structure à partir des mêmes données. Je vais citer trois éléments qui sont propres, à mon avis, à la pensée économique et que l'on va pouvoir retrouver dans différents mécanismes du droit et de plus en plus. La rapidité des échanges et leur sécurisation, la loi du plus fort économiquement, c'est-à-dire aussi la loi du moins-disant économiquement, celui qui demande le moins et celui qui gagne, et enfin la théorie de l'homme rationnel qui pose que certains dispositifs produisent mécaniquement certains effets. Cette théorie est très à l'œuvre aujourd'hui encore dans la pensée économique, puisque j'ai écouté dernièrement la leçon inaugurale du dernier économiste entré au Collège de France, qui explique, on va dire extrêmement simplement, que eh bien, si on investit dans l'éducation, eh bien, nécessairement, il n'a absolument aucun doute là-dessus, nécessairement, il y aura de la croissance, comme si c'était tout à fait mécanique, où que l'on soit sur Terre, d'ailleurs. C'est la théorie de l'homme rationnel. Je donne deux exemples de ces principes appliqués au droit. Dans le domaine de la justice d'abord, dans le domaine du droit constitutionnel politique ensuite. Dans le domaine de la justice. En 2005, le premier président de la Cour de cassation proposait explicitement d'utiliser les instruments de l'analyse économique pour, je le cite, anticiper la façon dont les sujets de droit ou les agents économiques, donc on est bien d'accord que ce ne sont pas seulement les agents économiques, ce sont les sujets de droit d'abord, réagissent et intègrent dans leurs choix stratégiques l'incidence économique des règles de droit. Il propose donc des instruments de l'analyse économique à propos d'un usage qu'il suppose aussi être économique des règles de droit. Et de fait, et de plus en plus. La justice aujourd'hui se transige. Elle se transige, bien sûr, pour les opérateurs économiques, qui recourent le plus souvent possible à des procédures d'arbitrage, l'arbitre étant tenu d'appliquer les règles du marché plus que des règles de droit, sans normalement être contraire à ces règles. Il passe beaucoup aussi de transactions qui sont ensuite évidemment validées aussi par le juge. Mais c'est aussi une question de rapidité. Hein. Le juge a moins de choses à faire du coup. Il y a la fameuse technique des rescrits. Alors les rescrits fiscaux, c'est une invention formidable parce qu'ils permettent aux entreprises de payer moins d'impôts en échange du paiement de cet impôt. C'est quand même un tour de force assez fabuleux. Il y a eu une grande affaire au Luxembourg qui a été rendue publique il y a peu. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est que les entreprises proposent, on va dire, proposent à l'administration fiscale de détailler leur propre situation fiscale, dire si ça vous va, alors nous on vous paiera tant. Voilà. Donc, bon, c'est un petit chantage, mais ça se fait dans les règles de droit. Les rescrits étant apparus, c'est pas quelque chose, les rescrits datent de l'époque romaine, mais ils ont disparu pendant très très longtemps. Leur réapparition est extrêmement récente dans l'histoire du droit. La transaction de la justice concerne aussi des personnalités un peu publiques. Par exemple, avec la procédure dite de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Autrement dit, l'introduction en droit français du fameux plaider coupable. Alors ça, c'est excellent aussi, parce que l'usage de cette procédure permet que, à l'issue de la procédure, l'affaire soit dite classée. Et fasse ainsi croire que, eh bien, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a eu
aucune faute. Alors que c'est exactement l'inverse, puisque précisément, c'est la personne qui reconnaît avoir fait une faute et qui ainsi, on va dire, négocie une sorte de sanction avec la justice qui, à la fin, classe l'affaire. Et ça donne, on va dire, ça lave de culpabilité quelqu'un qui pourtant utilise cette procédure de reconnaissance de culpabilité. Elle concerne la transaction ou la médiation aussi, maintenant, tous les consommateurs, puisque les entreprises vendeuses ont désormais l'obligation de recourir à la médiation avant tout contentieux relatif à un litige avec un acheteur. Elle concerne enfin et de plus en plus aussi les individus, dans le cadre civil ou familial, où la médiation tend à devenir une obligation. Lorsqu'on lit le site internet de l'officiel de la médiation professionnelle, alors il s'agit d'un organisme privé, je le précise, on voit très bien comment s'est opéré le renversement des valeurs dans l'appréciation de la justice. Je cite, « Le recours judiciaire consiste à abandonner le fondement de la liberté individuelle en s'en remettant à la décision d'un tiers. » Alors qu'on a pensé pendant des siècles que ce recours au tiers, au contraire, était la garantie d'une bonne justice. Tandis que, je recite, « Le recours à la médiation professionnelle consiste à maintenir la libre décision et s'engager dans la réalisation d'un projet relationnel. » Je ne vais pas plus loin. On peut maintenant prendre l'exemple de la manière dont on a tendance, et de plus en plus, à penser mécaniquement les règles, comme si elles étaient le résultat d'un processus, voire d'un calcul rationnel. La théorie de l'état de droit appartient à cette catégorie. Selon la théorie de l'état de droit, le droit est l'instrument presque mécanique de la liberté. Pour être un état de droit, il suffirait, grosso modo, d'adopter certaines règles de droit et de mettre en place certains dispositifs juridiques, à l'instar, par exemple, d'un contrôle de constitutionnalité des lois, un contrôle de la conformité des lois à la Constitution. C'est ainsi que, par exemple, dans les années 90 de la fin du XXe siècle, tous les nouveaux États ayant accédé à l'indépendance, issus du bloc soviétique, ont été invités, pour ne pas dire sommés, de mettre en place un état de droit s'ils souhaitaient intégrer les institutions européennes. Et pour cela, on leur a fourni une sorte de boîte à outils, une panoplie de règles de droit censées les faire passer en peu de temps au stade espéré de l'état de droit. Il y a eu, dans la propagation politique de cette théorie et de sa version juridique, l'idée implicite que les bonnes règles de droit sont celles qui reprennent à leur compte ce que la technique a mis du temps à élaborer. Ce que l'on appelle l'ingénierie constitutionnelle est une réflexion sur les règles du droit constitutionnel telles que, en élaborant telle règle, on aurait nécessairement tel résultat. Ce qui, en termes logiques, est impossible de toute façon, puisque, selon un principe bien connu, ce n'est pas parce que quelque chose doit être que quelque chose est. Le droit, c'est toujours un pari. On pose une règle, on dit que quelque chose devra, à partir de maintenant, se passer comme ça, mais ça n'est pas parce que cela a été dit que cela va se faire. C'est souvent qu'il faut d'autres choses pour que ça se produise. En tant que représentation, le droit valide aujourd'hui, à mon avis, et renforce le rapport d'impuissance de l'homme à la nature qui s'efface devant ce qu'il déclare être de la technique, voire parfois de la science. Et précisément, il a assimilé du coup parfois le droit à la science. D'où par exemple ces débats incessants à propos des OGM. Parce que beaucoup pensent que seule la certitude scientifique peut justifier l'interdiction. Comme on ne veut pas prendre de décision, parce que c'est ça, le recours à la technique et à la science, c'est ne pas vouloir prendre de décision. C'est dire, j'ai une valeur sûre, c'est la science. J'ai entendu récemment le président du Conseil constitutionnel se réjouir
de ce que le Conseil constitutionnel, justement, avait accepté, ça devait être au mois de mai dernier, de valider la conformité à la Constitution d'une loi qui autorisait que des décisions administratives puissent être rendues sur la base du résultat d'un algorithme. Ce qui signifie que l'on accepte définitivement que la décision ne soit plus individualisée, mais bien standardisée. Véridique là encore, hein, la décision, la loi a été faite, le Conseil constitutionnel a validé, et plus tard le président du Conseil constitutionnel s'en est même réjoui. De standard, il était question justement dans l'état de droit, puisque on demandait aux États de se conformer à ce que toutes les institutions européennes appellent des standards européens de la démocratie de l'état de droit. Ces standards qui agissent comme des objectifs à atteindre, symbole pour moi de l'entrepreneuriat et du managériat contemporain, et qui se substituent au travail d'élaboration et de discussion censé produire dans chaque cas la décision appropriée. Seul le résultat compte. Être un état de droit, dans des formes prédéfinies, mais sans s'interroger sur sa raison d'être dans chaque cas. Il faut juste obéir à une injonction. C'est bien ainsi que tous et toutes nous avons assez souvent tendance, en fait, à penser le droit, en demeure de se plier à nos injonctions collectives et individuelles. Le droit, en ce sens, est l'objet on va dire, du conflit, de nos conflits de représentation. Il n'est jamais neutre. Il n'est pas une puissance contre laquelle seulement on peut parfois râler ou pester. Nous agissons comme il nous agit et réciproquement. Autrement, le système de représentation qu'est le droit ne se déploierait pas ainsi. On a souvent dit que le droit était l'angle mort de la pensée de l'historien et philosophe que je citais tout à l'heure, Michel Foucault. En fait, pour Michel Foucault, le droit est secondaire, en ce sens qu'il est précisément, il a toujours été, dans notre société occidentale, en tout cas tant que pour l'époque qu'a étudié Michel Foucault, un instrument, l'expression du, ou plutôt d'ailleurs, des pouvoirs. Parce que si on suit l'analyse de Foucault, il apparaît clairement que l'enchevêtrement des systèmes de pouvoir dans l'espace social, ce qu'il appelle les micro-pouvoirs, qui sont présents absolument partout et qui pour lui agissent bien plus qu'un supposé pouvoir d'en haut, eh bien, ces micro-pouvoirs s'expriment constamment à travers le droit, et ça ne va pas se terminer maintenant, puisque le droit est donc une arme, et il n'est donc pas une puissance d'en haut. Il est juste le reflet, et là c'est une conclusion un peu simple et un peu facile, de l'état des rapports de force et des représentations sociales à un moment donné. Voilà.